Salamé, vous accueillez donc une rockstar qui était autrefois économiste, me semble-t-il. Oui, il est toujours les deux. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Chaque jour ou presque, il y a un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Rassurez-nous, ce matin, vous n'êtes pas candidat. Non. Il y en a assez comme ça, c'est sûr. C'est vrai que l'épisode Macron, c'est juste la suite d'une espèce de trop-plein de candidatures, de refus de se placer dans un cadre commun. Moi, j'ai très peur, plus que jamais, qu'on se retrouve avec un second tour Juppé-Le Pen ou Sarkozy-Le Pen. Mais c'est ça la question. Et c'est vrai de devoir attendre. Moi, ce qui m'attriste le plus, finalement, donc on va avoir une primaire, d'ailleurs plusieurs primaires à gauche. C'est ça, c'est-à-dire qu'on rappelle juste qu'en février dernier, vous avez signé un appel avec un certain nombre de personnalités pour appeler à une grande primaire de la gauche, des écologistes. Bon, très vite, cette idée a été tuée parce que Mélenchon a dit non, puis ensuite les écologistes ont dit non, on l'a fait de notre côté. Donc aujourd'hui, on a plusieurs candidatures individuelles. Il va y avoir une primaire du Parti socialiste et de ses quelques alliés en décembre, janvier. Il va y avoir une primaire des écologistes. C'est déjà mieux que rien. C'est-à-dire, par rapport à beaucoup de gens à l'époque disaient c'est impossible, un président en place, vous y pensez pas de primaire, tout ça peut pas arriver. Bon, déjà il va y avoir une primaire, donc il va y avoir un débat ouvert. Où si Hollande veut se représenter, il va quand même être obligé d'expliquer pourquoi, d'expliquer ce qu'il a bien fait, pas bien fait. Donc c'est déjà un progrès. Je suis pas sûr qu'il se représente. On verra. Le problème, c'est là de nous faire attendre jusqu'au 15 décembre, parce que c'est ça qu'ils ont prévu pour que Hollande daigne nous dire s'il est candidat, pour que Montebourg daigne nous dire s'il est candidat, pour que Macron... Non, Montebourg est candidat, je vous rassure. Oui, à la primaire, on ne sait pas. Non, primaire. c'est même pas clair. Il nous dit, peut-être que je serai en dehors. Le problème, c'est que chacune de ces personnes a un point commun, que ce soit Hollande, soit Macron, soit Montebourg, soit Mélenchon. C'est qu'ils ont tous envie d'être candidats, mais sans avoir à passer par une primaire, sans avoir à débattre, Sauf que le résultat de tout ça, c'est l'élimination assurée. Puis surtout, c'est l'absence de débat. Parce que moi, je pense, dans le fond, je suis comme tous les Français, je sais pas du tout, parmi tous ces candidats cités ou non cités, lequel ou laquelle sera la plus convaincante. J'ai surtout envie qu'ils débattent, et qu'ils débattent du fond, parce que dans toute cette espèce d'aventure personnelle là de Macron, qui vraiment, alors lui, c'est vraiment, il pense qu'à sa tronche, tout ça, on ne parle jamais de fond. C'est-à-dire qu'il nous fait croire, regardez, je suis moderne, tout ça. Bon, le type, quand même, ça fait quand même 4 ans et demi qu'il est au gouvernement. C'est un désastre, effectivement, de politique économique. Ils ont cassé la croissance. C'est 2 ans à l'Élysée comme conseiller, 2 ans à Bercy. Oui. Non, mais il faut même pas en parler, parce que lui, c'est quand même... on va en parler. Oui, parce que je suis désolé, on en a déjà trop parlé de ce type. C'est quand même incroyable. Le bilan sur le fond. Sur le fond, quoi il incarne bilan la politique économique du pouvoir. Il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, principal conseiller économique de Hollande en 2012-2014. Après, il est ministre des Finances 2014-2016, ministre de l'économie. Bon, c'est quand même difficile 4 ans après de dire moi on m'a pas assez suivi sur les ouvertures des lignes d'autocar, c'est ça le problème, tout aurait été bien sinon. Non mais attends, c'est quoi cette histoire? S'ils ont cassé la croissance en 2012, c'est parce que ils ont fait un diagnostic qui était mauvais sur la situation de la France et de l'Europe, c'est-à-dire ils ont cru qu'ils pouvaient réduire les déficits à marche forcée en augmentant les impôts comme des brutes. Ils ont cassé la croissance et le type 4 ans plus tard est pas capable de nous dire j'ai peut-être fait une erreur, etc. Bon, il y a quand même un moment, c'est insupportable. Et le résultat de tout ça... Vous lui reconnaissez, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, 4 ans au pouvoir, vous ne lui reconnaissez aucune avancée? Rien de positif. L'avancée, à nouveau, c'est d'avoir cassé la croissance, puis surtout cassé un certain espoir dans l'Union européenne, parce que je pense que l'équipe au pouvoir en France et en Allemagne ont contribué d'une certaine façon à la crise européenne dans laquelle on est aujourd'hui, ont contribué au Brexit, parce que si tout le monde a voulu partir de cette Union européenne, de cette zone euro, c'est parce que effectivement on a transformé un bel espoir en une machine infernale. En plein moment, on a cette crise de réfugiés où on aurait dû ouvrir l'Europe, on se retrouve à continuer d'imposer à des pays comme la Grèce, qui ont des milliers de réfugiés sur leur sol, des cibles d'excédents budgétaires complètement délirantes, dont tout le monde dit qu'il faudra annuler leurs dettes, sauf qu'on repousse sans cesse le moment où on va prendre la décision. Donc c'est tout ça, l'équipe au pouvoir. Et là, on va se retrouver tout cet automne à devoir supporter cette primaire de droite avec toute cette surenchère sur le burkini où on va aller on va envoyer des policiers pour demander à des femmes de retirer leurs leggings en leur disant quand même c'est vraiment insupportable de mettre un leggings. Regardez après l'attentat, mais quel rapport entre un type qui balance son camion à Nice et quelqu'un qui met son leggings sur la plage. Enfin, on est en plein délire. Donc là, dans vous tout mélangez ça, tout.
là. Le Burkini, la Grèce, les migrants et les déficits. Oui, mais si on veut sortir de cette ambiance, si vous voulez, il faut que la gauche se ressaisisse. Donc moi, j'appelle les uns et les autres, très bien, ils sont ambitieux, etc. Très bien, mais au moins à se placer dans un cadre collectif, à rentrer dans le cadre de cette primaire. Alors ça leur plaît pas la gauche, très bien, qu'ils la transforment. Hein. Je veux dire, à ce stade, il y a une primaire de droite, d'ailleurs de centre-droit, de droite assez large. Il y a une extrême droite qui est à 20, 25, 30% au premier tour, une droite qui est à 20, 25, 30%. Donc après les autres, il faut qu'ils s'entendent, il faut qu'ils débattent. Et donc quand moi je vois, vous savez, Mélenchon, Montebourg, il faut qu'ils débattent ensemble et que le meilleur représente ce camp. Alors Arnaud Montebourg, une question sur Arnaud Montebourg. Il a présenté son programme, lui, il a parlé d'économie, un souverainisme économique, ou je ne sais pas si vous appelez ça protectionnisme économique, assez assumé. C'est-à-dire les 3% de Bruxelles, on ne va pas les respecter, on réservera 80% des marchés publics aux PME françaises. Ça va dans le bon sens, ça ? Le problème de Montebourg, c'est un peu comme Mélenchon. C'est-à-dire, il dit il faut taper du poing sur la table, il faut avoir un bras de fer avec l'Allemagne, tout ça. Il y a du vrai dans tout ça, sauf que ça manque vraiment de propositions précises. Il y a beaucoup de coups de menton, de postures. Mais il en a donné, Montebourg, des propositions précises, notamment cette histoire de marché public qui est réservé aux PME. Mais concrètement, sur comment on transforme, comment on démocratise la zone euro, l'Union européenne, comment on change les traités européens, parce que c'est très bien de dire, c'est comme moi, j'ai envie d'associer ça aussi à la posture de Mélenchon qui dit voilà, si on n'arrive pas à réformer les traités, alors il faut menacer de sortir. Ok, c'est très bien, mais commence par nous dire comment tu veux réformer les traités. C'est-à-dire qu'il nous parle du plan B en permanence qui est la sortie, mais commençons d'abord par donner une chance au plan A. C'est-à-dire que quelle est la proposition qu'on fait vraiment pour changer les traités. Et vous l'entendez pas là? Pour l'instant, je l'entends pas. Et je pense que, y compris Mélenchon, une primaire pourrait aussi le tirer vers le haut. Parce que là, il nous dit, regardez, c'est super, dans les sondages, je suis à 15, Hollande est à 14. Ok, c'est génial, mais sauf que Le Pen et Juppé, ils sont à 25 ou à 30. Donc à quoi ça sert? Donc moi, je trouve ça... Vous en appelez à Mélenchon, vous lui dites, change d'avis, reviens en dans la primaire à gauche. Ça manque d'ambition. C'est-à-dire, si vraiment il veut être au deuxième tour, la présidentielle, il faut qu'il commence par aller battre Hollande, Macron, Montebourg dans la primaire. Ou alors sinon, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas envie d'être au pouvoir. Il a juste envie de jouer au tribun, tout ça. Ce qui, malheureusement, est un peu ce que tout le monde soupçonne. Donc, s'il a envie de démentir ça, qu'il y aille. Moi, je pense qu'en plus, il peut gagner la primaire. Je sais pas, d'ailleurs, moi, je sais pas pour qui je voterai. Je sais pas qui aura le discours. Vous êtes tenté par Mélenchon, un peu, là? Non, pas spécialement. Franchement, je veux les entendre. Je veux les voir développer une vision. Et je suis comme tous les Français, suivant ce qu'ils développent. Et surtout, je pense que ça peut les tirer vers le haut, le débat. C'est-à-dire que moi, je crois dans le processus démocratique lui-même, que là, il est dans son coin, il a ses partisans. Pourquoi ils ont peur du débat, à votre avis? Parce qu'ils ont peur de perdre. Ils ont envie d'être jusqu'au bout, d'être au premier tour. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque part, ils ont envie de voir leur tronche sur l'affiche au premier tour. Bon, sauf que tout ça, c'est très bien, mais on s'en fout de leur tronche. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est d'avoir un débat, puis d'avoir une chance d'avoir un autre deuxième tour que, vous vous rendez compte quand même, Sarkozy, Le Pen au deuxième tour, ce qui est pas impossible. Et Juppé, Le Pen, c'est pas beaucoup mieux. Thomas Piketty, la France va demander l'arrêt des négociations sur le TAFTA, le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Les Américains ne nous laissent que des miettes, a dit le ministre Matthias Fekl. C'est une bonne chose qu'on arrête les négociations? Je voudrais surtout qu'on propose un autre accord. C'est-à-dire, moi, je pense que là, on a besoin d'un accord international pour plus de transparence, pour lutter contre les paradis fiscaux, pour avoir une imposition minimale des grandes sociétés. C'est ça qu'on devrait avoir dans un grand traité euro-américain. Libéraliser les marchés, rajouter une couche de libéralisation des marchés. Franchement, les échanges n'ont jamais été aussi libres. Donc, je dis il peut y avoir certaines mesures qui sont utiles, mais c'est pas la priorité. Donc, c'est pas plus mal d'arrêter, au fond. Et de changer la donne. Alors arrêter, mais pour mettre autre chose sur la table. C'est-à-dire que là, c'est quand même fou, au stade où on en est, de rajouter une couche de libéralisation des échanges sans mettre sur la table un autre agenda. Vous pouvez pas mettre la moitié du PIB mondial autour de la table, parce que c'est ça, l'Union européenne et les États-Unis, et ne rien faire sur la transparence financière, les paradis fiscaux, etc. Thomas Piketty était notre invité ce matin. Belle journée à vous. Merci à vous, Léa Salamé. 8h-3. Le 7-9. Sur France Inter. Charline Vanhoenacker, vous suivez, vous ne faites que ça même, suivez l'université d'été du MEDEF. J'adore. À Juan-Josas. Oui,
Alors déjà, comment expliquer aux gens de gauche ce que représente ce grand raout de rentrée du MEDEF? C'est un peu EO la droite. Voilà. Alors chaque année, les patrons invitent un ministre à jouir, mais alors cette année, c'est pas de bol. Le seul ministre invité à s'exprimer démissionne la veille. Pas de regret, hein, le campus de HEC, il n'y avait pas moyen de faire accoster la navette. Pourtant, ça lui aurait fait du bien à Emmanuel Macron de se retrouver entouré de plein de patrons. Ça l'aurait reposé de tous ces pauvres qui lui ont donné tant de travail pendant 2 ans au ministère. Alors hier, dans les allées du rassemblement du MEDEF, vous savez ce que les entrepreneurs disaient? Que malgré son absence, Macron a envoyé un signe fort au patronat. Il s'est licencié lui-même. Oh, on s'est rire à jouir. N'est-ce pas, Dominique? Non, parce que Domi, il a réussi à avoir un bracelet VIP, lui, hein, Domi? Ah, vous êtes retourné hier après-midi. All hein. access. Bah oui, vous aviez promis un selfie avec Pierre Gattaz. Alors bon. Pierre, il est trop mignon. Il veut dépolitiser l'économie. Et c'est mal parti vu qu'il se met à parler comme un politique. Il raconte partout qu'on va pouvoir créer non pas 1,5, mais 2 millions d'emplois. Comment, me direz-vous? Eh bien, très simplement, puisqu'il suffit pour cela de revenir au Code du travail de 1910. C'est une blague de patron. Qu'est-ce qu'on se poile à jouer, dites donc. Alors, plus sérieusement, quand on demande à Pierre Gattaz comment créer 2 millions d'emplois, en dehors de porter un pins, hein, eh bien, il répond tel le poète, ce ne sont pas des promesses, ce sont des objectifs. Gattaz, sur la loi travail, hein, je cite toujours l'auteur, il y a eu trop de zig et de zag. On sent bien que le type veut briser les tabous et réinventer les expressions toutes faites. C'est un pragmatique et c'est ce que cherche le MEDEF, des hommes politiques pragmatiques. À droite, ils le sont, c'est sûr. Ils passent leur temps à emmerder les musulmans et devant les chefs d'entreprise, ils font la danse des 7 voiles. Oui, tous les candidats à la présidentielle rivalisent de séduction pour conquérir le vrai cœur de Pierre Gattaz, celui qui est dans son portefeuille. Tous les prétendants qui ont défilé pendant 2 jours avaient le choix entre sauver le climat, sauver les dividendes des actionnaires. Donc Marie-Pierre Planchon, attendez-vous à nous annoncer 40 degrés au mois de novembre. En Voilà, en conclusion, l'université du MEDEF, c'est un peu les profs à la rentrée qui donnent aux politiques la liste des fournitures et qui après distribuent les bons points. Charline Vanhoenacker, merci. Rendez-vous 10.